Un garçon de 7 ans, couvert de contusions, arrive aux urgences tenant sa petite sœur et cherchant un médecin. Lorsqu'une infirmière lui demande ce qui s'est passé, la réponse du garçon concernant les coups de son beau-père la pousse à appeler immédiatement la police. Le miroir de la salle de bain reflétait une carte de violence que Jasper Whitmore, 7 ans, avait appris à lire comme un bulletin météorologique. Des ecchymoses violettes fleurissaient sur ses côtes étroites comme des nuages d'orage. Celles, fraîches, d'il y a 3 nuits, étaient encore sensibles au toucher, tandis que les marques plus anciennes s'étaient estompées en rappel jaunâtre et verdâtre des rages précédentes de Knox. Il traça un doigt le long d'une contusion particulièrement sombre juste en dessous de son omoplate gauche, grimaçant alors que le mouvement envoyait une douleur aiguë à travers son torse. Cela faisait 6 semaines que la violence de Knox Ashford était passée de claques occasionnelles à des passages à tabac systématiques qui laissaient Jasper peinant à respirer. 6 semaines à apprendre à étouffer ses pleurs avec son oreiller, à perfectionner l'art de marcher sans favoriser les côtés blessés, à devenir un expert de la teinte précise d'anticerne que Vivien laissait éparpiller sur le comptoir de la salle de bain. Jasper chercha le petit tube de fond de teint, son contenu presque vide après des semaines à couvrir les ecchymoses en forme de doigts sur ses bras et son cou. La teinte était trop claire pour sa peau, mais c'était mieux que l'alternative. Des questions auxquelles il ne pouvait répondre sans mettre Luna en danger. Il tamponnait soigneusement le maquillage sur une marque particulièrement visible sur sa clavicule, l'estompant avec l'adresse déconcertante de quelqu'un de bien trop jeune pour posséder de telles compétences. De la chambre au bout du couloir montait le son des gazouillis matinaux de Luna. Sa voix de bébé de 10 mois créant une bande sonore d'innocence qui contrastait fortement avec la réalité de leur foyer de Birmingham. La poitrine de Jasper se serra sous le poids familier de la responsabilité qui s'y était installée 8 mois auparavant, lorsque Knox avait franchi leur porte d'entrée pour la première fois, tout en charme et en promesse qui avait trompé tout le monde, sauf le bébé qui avait pleuré inconsolablement en sa présence dès le début. La maison avait été différente alors, plus calme, oui, avec juste Jasper et sa mère Vivien gérant leur vie modeste dans la maison mitoyenne de Maple Street. Vivien était triste depuis le départ de son père quand Jasper avait 4 ans, mais elle avait été présente, attentive, protectrice. L'accident à l'usine textile changea tout. La blessure à son dos, les analgésiques sur ordonnance qui commencèrent comme des médicaments légitimes et devinrent son échappatoire à une réalité trop douloureuse à affronter. Knox était apparu pendant ces mois sombres comme un prédateur flairant la vulnérabilité. Il apportait des fleurs et des plats à emporter, prêtait attention à Vivien quand elle se sentait invisible, et se présentait comme la solution à leurs difficultés financières. Jasper avait regardé depuis les escaliers cet étranger prendre progressivement le contrôle de leur vie, d'abord avec des mots doux et de petits cadeaux, puis avec des exigences et des attentes qui devenaient chaque semaine plus lourdes. La transformation avait été assez progressive pour que Jasper ne puisse pas déterminer exactement quand la protection devint possession, quand la sollicitude devint contrôle. La consommation d'alcool de Knox augmenta à mesure que ses dettes de jeu s'accumulaient. Sa patience avec la présence de Jasper diminuait à mesure que la dépendance de Vivien aux médicaments s'approfondissait. Les critiques verbales vinrent en premier. Des mots durs sur le fait que Jasper était trop collant avec sa mère, des plaintes concernant des comportements enfantins normaux, des rappels constants qu'il était un ajout indésirable à la vision de famille de Knox. La première fois que Knox le frappa, Jasper avait 6 ans et avait accidentellement renversé du jus sur la literie de Knox. La gifle sur son visage avait été rapide et choquante, suivie immédiatement par le murmure menaçant de Knox. Les petits accidents maladroits comme ça n'arrive plus, n'est-ce pas, mon garçon? Jasper hocha la tête, les joues lui brûlant, et Knox sourit. Bien. Et nous ne nous inquiétons pas, maman, avec des histoires d'accidents, n'est-ce pas? Elle a déjà assez de problèmes sans que tu inventes des contes. À partir de ce moment, Jasper comprit les règles de leur nouvelle réalité. La violence de Knox était rapide, stratégique, et toujours accompagnée de menaces axées sur la sécurité de Luna. Continue de pleurer, et je donnerai à ce bébé de quoi vraiment pleurer, était devenu l'avertissement préféré de Knox, prononcé sur le même ton qu'un autre adulte utiliserait pour discuter de la météo. La menace n'était jamais vaine. Les yeux de Knox, quand il regardait Luna, contenaient la même froide évaluation que Jasper reconnaissait dans son propre regard, l'évaluation de la vulnérabilité et du potentiel de causer de la douleur. Jasper acheva sa routine de dissimulation et enfila son pull d'école, veillant à garder les manches assez longues pour couvrir les ecchymoses en forme de doigts sur ses bras. Le tissu lui semblait rugueux contre sa peau sensible, mais il avait appris à supprimer le tressaillement automatique qui pourrait attirer l'attention. La douleur était devenue une compagne constante, aussi familière que sa propre ombre.
Il se dirigea vers la chambre de Luna où elle était assise dans son berceau, ses petites mains potelées agrippées au barreau alors qu'elle se hissait debout. Son visage s'illumina quand elle le vit, tout son corps se tortillant d'excitation alors qu'elle tendait les bras vers lui avec la confiance totale que seuls les bébés possédaient. Le cœur de Jasper se serra d'une féroce protection alors qu'il la soulevait du berceau, notant comment elle se blottissait immédiatement contre sa poitrine, son petit poing se recroquevillant dans son pull. « Bonjour, Lunabug », murmura-t-il contre ses doux cheveux bruns, inhalant le parfum sucré qui était le sien, shampoing pour bébé et la légère odeur de la lotion à la lavande que Vivien avait utilisée pendant ses courtes périodes d'attention maternelle. « As-tu bien dormi ?» Luna gazouilla une réponse, ses sons devenant chaque jour plus complexes à l'approche de son premier anniversaire. Jasper suivait ses étapes de développement avec le dévouement d'une infirmière pédiatrique, lisant des livres de bibliothèque sur les soins aux nourrissons alors qu'il aurait dû se concentrer sur son propre programme de 2e année. Il savait qu'elle était en avance pour son âge, se tenant debout à 9 mois, 10 ans, bas. Avec une intention claire lorsqu'elle voulait son biberon, montrant des préférences pour des jouets et des aliments spécifiques qui indiquaient une personnalité forte et en développement. Il changea sa couche avec une efficacité acquise, lui parlant d'une voix douce et régulière qui la calmait toujours. Cette routine matinale était devenue sacrée pour lui, ces quelques minutes où les besoins de Luna étaient simples, et sa capacité à y répondre était absolue. Ici, dans le calme de sa chambre d'enfant, avec la lumière du matin filtrant à travers les rideaux que Vivien avait accrochés pendant sa dernière période fonctionnelle, Jasper pouvait prétendre qu'ils étaient une famille normale se préparant pour une journée normale. L'illusion fut brisée alors que la voix de Knox montait de la cuisine, déjà pâteuse malgré leur matinale. « Où est mon fichu café ?»« Vivien. Vivien. » Les cris furent suivis du bruit de quelque chose qui était jeté, une tasse peut-être, ou l'un des ornements en céramique qui avaient été des cadeaux de mariage des proches de Knox. Le visage de Luna se froissa au son strident, sa lèvre inférieure tremblant de la manière qui précédait toujours les larmes. Jasper la souleva rapidement, la balançant doucement comme il avait appris à le faire, faisant de doux bruits apaisants qui étaient devenus sa compétence la plus pratiquée. « Chut, Lunabug, ça va aller. Jazz est là. Tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien, et ils le savaient tous les deux. Luna avait développé une sensibilité aiguë à la tension domestique, pleurant inconsolablement lorsque la voix de Knox atteignait certains décibels, refusant de manger lorsque l'atmosphère devenait trop chargée de violence inexprimée. Jasper l'avait regardé changer de personnalité au fil des mois, les rires insouciants de bébé devenant plus rares, son sommeil plus agité, son besoin de réconfort physique de sa part s'intensifiant à mesure qu'elle apprenait à associer d'autres adultes au danger. Jasper porta Luna en bas, chaque pas mesuré et prudent pour éviter les craquements qui pourraient attirer l'attention de Knox avant qu'il ne soit prêt. La cuisine était une zone de désastre de la rage de la nuit précédente, vaisselle cassée balayée dans un coin, taches d'alcool sur les comptoirs, et l'odeur âcre de cigarettes fumées jusqu'au filtre. Knox était assis à la petite table, le dos tourné, les épaules recroquevillées sur ce qui semblait être des formulaires de paris hippiques des journaux d'hier. « Tu es en retard », dit Knox sans se retourner, sa voix portant le ton particulier qui signifiait que sa gueule de bois était sévère et son humeur d'autant plus dangereuse. Le bébé aurait dû être nourri il y a 1 heure. Jasper ne dit rien, ayant appris que toute réponse pouvait être interprétée comme de la défiance. Au lieu de cela, il se dirigea vers le placard où se trouvait le lait en poudre de Luna, la tenant en équilibre sur sa hanche pendant qu'il préparait son biberon du matin avec la précision d'un soignant formé. La routine était apaisante pour eux deux, mesurer la poudre, tester la température sur son poignet, trouver l'endroit préféré de Luna près de la fenêtre où la lumière du matin créait des motifs sur le mur qui la fascinaient. « Regarde ça », murmura Jasper, pointant les ombres dansantes créées par l'arbre du voisin. « Les feuilles bougent juste pour toi, Lunabug. Elles te disent bonjour. » L'attention de Luna se fixa sur les motifs, sa petite main tendue vers la lumière alors qu'elle buvait son biberon. Ces moments de paix étaient précieux car Jasper ne savait jamais combien de temps ils dureraient. Les humeurs de Knox changeaient comme des systèmes météorologiques. Le calme pouvait devenir violent avec la vitesse d'un orage d'été, et Jasper avait appris à lire la pression atmosphérique de leur foyer avec une précision vitale pour la survie. La chaise de Knox racla le sol alors qu'il se levait, et le corps de Jasper se tendit automatiquement. Chaque muscle se préparait à l'impact, chaque terminaison nerveuse était alerte à la possibilité d'un mouvement soudain. Knox se dirigea vers l'évier, ses mouvements délibérément bruyants alors qu'il cognait la vaisselle et marmonnait des plaintes sur les « saletés de femmes inutiles et de parasites bons à rien ». « L'école », dit Knox sans regarder Jasper.
Et ne va pas remplir la tête de cette enseignante d'histoire. Jasper avait appris que les moments les plus dangereux de Knox venaient souvent enveloppés dans une conversation désinvolte, la violence étant livrée avec la banale prévisibilité des routines du petit déjeuner. Jasper acheva de nourrir Luna et la tendit à Vivien, qui était enfin sorti de la chambre en robe de chambre, se déplaçant avec la prudence délibérée de quelqu'un naviguant dans le monde à travers un brouillard pharmaceutique. La routine de prescription de Vivien avait évolué au cours des 8 mois de présence de Knox, analgésique pour sa blessure au dos complétée par des comprimés anti-anxiété, des somnifères et des antidépresseurs qui la laissaient fonctionner dans un état crépusculaire entre la conscience et l'oubli. « Maman a besoin de se reposer », murmura Vivien, ses mots légèrement pâteux alors qu'elle acceptait Luna avec les mouvements mécaniques de la routine. « Sois sage à l'école, mon amour. » Il y avait de l'amour dans sa voix, une véritable affection maternelle qui serrait la poitrine de Jasper de nostalgie pour la mère qui avait existé avant Knox, avant l'accident, avant les médicaments qui étaient devenus sa relation principale. Parfois, dans de brefs instants entre les pilules, les yeux de Vivien se dégageaient et elle voyait ses enfants avec une clarté dévastatrice. Ces moments étaient presque pires que son absence car ils rappelaient à Jasper ce qu'ils avaient perdu. Jasper prit son sac d'école, vérifiant que ses devoirs étaient faits malgré qu'il les ait travaillés à la lampe de poche sous ses couvertures après les coups de la nuit précédente. Son enseignante, Madame Penelope Bramwell, avait commencé à remarquer ses performances en baisse, ses absences fréquentes et la façon dont il grimaçait parfois en s'asseyant ou en levant la main. Hier, elle l'avait retenu après les cours pour lui demander si tout allait bien à la maison. « Bien, Madame Bramwell », avait-il répondu avec l'aisance acquise de quelqu'un qui avait appris que l'honnêteté était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. « Tout va bien. » Mais Madame Bramwell l'avait regardé avec l'attention aiguë d'une éducatrice qui avait vu trop d'enfants porter des fardeaux d'adultes. Ses questions étaient douces mais persistantes, et Jasper avait ressenti la dangereuse tentation de raconter à quelqu'un, n'importe qui, la réalité de leur vie. Le moment passa lorsque la secrétaire de l'école frappa pour leur rappeler l'heure des bus, mais Jasper savait que l'attention de Madame Bramwell avait été éveillée. Le trajet à pied jusqu'à l'école primaire Meadowbrook prenait 15 minutes par le froid de février à Birmingham, longeant des rangées de maisons mitoyennes qui semblaient identiques à la sienne, mais qui semblaient abriter des familles qui riaient au petit déjeuner et se disaient au revoir avec des câlins au lieu de menaces. Jasper avait appris à observer ces familles, normales, avec l'intérêt détaché d'un anthropologue, étudiant leurs routines et interactions comme si elles appartenaient à une espèce différente. Il passa devant le commerce du coin où M. Ahmed souriait toujours et demandait des nouvelles de l'école, l'arrêt de bus où des mères attendaient avec des poussettes et discutaient de leurs projets de week-end, le petit parcours des pères poussait des enfants sur des balançoires avant le travail. Ces aperçus de la vie ordinaire étaient devenus simultanément réconfortants et douloureux. Des rappels de ce à quoi l'enfance était censée ressembler, ce que les familles pouvaient être lorsqu'elles fonctionnaient correctement. La partie la plus difficile de sa marche était de passer devant l'hôpital pour enfants de Birmingham, sa façade de verre moderne s'élevant comme un phare d'espoir et de sécurité qui semblait infiniment éloigné de sa réalité. Jasper avait étudié ce bâtiment lors de voyages scolaires, mémorisant son emplacement et se demandant si les médecins là-bas pouvaient vraiment aider quiconque franchissait leurs portes. L'hôpital était exactement à 6 pâtés de maison de chez lui, une distance qu'il avait mesurée lors de promenades solitaires l'après-midi, lorsque la consommation d'alcool de Knox rendait la maison trop dangereuse, et que les rues semblaient plus sûres que sa propre chambre. À l'école, Jasper se glissa dans sa salle de classe avec l'invisibilité acquise de quelqu'un qui avait appris que l'attention apportait souvent la douleur. Son bureau était au 3e rang, assez loin du champ de vision directe de Madame Bramwell pour éviter un examen constant, mais assez près pour participer lorsqu'il était sollicité. Il avait perfectionné l'art du camouflage académique, se débrouillant assez bien pour éviter les inquiétudes concernant son intelligence, assez mal pour expliquer ses absences occasionnelles et son manque de concentration. « Bonjour, Jasper », dit Madame Bramwell alors qu'il s'installait à sa place. Sa voix portait la qualité particulière de chaleur qu'elle réservait aux élèves qui l'inquiétaient, et Jasper ressentit le pic familier d'anxiété qui accompagnait l'attention des adultes. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « Bien, Madame Bramwell », répondit-il automatiquement, la même réponse qu'il donnait à toutes les questions concernant son bien-être. « Merci de demander. » Mais les yeux de Madame Bramwell s'attardèrent sur lui plus longtemps que d'habitude, et Jasper réalisa qu'elle avait remarqué quelque chose. Peut-être la façon dont il avait privilégié son côté gauche en marchant vers son bureau, ou la manière prudente dont il s'était assis sur sa chaise pour éviter d'aggraver les ecchymoses sur ses côtes. Il se força à s'asseoir normalement, ignorant la douleur aiguë que le mouvement causait, et ouvrit son cahier de mathématiques avec des mains qui tremblaient légèrement sous l'effort de paraître indemne.
Les leçons du matin passèrent dans un flou de tables de multiplication et de compréhension de lecture, activité qui semblait surréaliste alors que son esprit était occupé par des calculs de survie. Combien de temps pourrait-il continuer à dissimuler les ecchymoses? À quel point la violence de Knox empirerait à mesure que ses dettes de jeu augmentaient? Comment pourrait-il protéger Luna alors qu'il pouvait à peine se protéger lui-même? Pendant la récréation du matin, Jasper s'assit seul au bord de la cour de récréation, regardant d'autres enfants jouer à des jeux qui semblaient appartenir à un monde différent. Ses camarades de classe avaient cessé de l'inviter à se joindre à leurs activités il y a des mois, ayant appris que la participation de Jasper était imprévisible. Certains jours, il jouait avec un enthousiasme désespéré, comme s'il emmagasinait de la joie pour les périodes difficiles, tandis que d'autres jours, il restait en retrait silencieux, son langage corporel décourageant toute approche. Jasper, Madame Bramwell était apparue à ses côtés, sa voix douce mais préoccupée. « Voudrais-tu m'aider à organiser la bibliothèque de la classe pendant le déjeuner? J'aurais besoin d'un coup de main supplémentaire. » Ce n'était pas vraiment une demande, et ils le savaient tous les deux. Madame Bramwell avait créé des opportunités de passer du temps seul avec lui, ses instincts d'enseignante détectant clairement que quelque chose n'allait pas malgré sa performance soignée de normalité. Jasper hocha la tête, sachant qu'un refus ne ferait qu'intensifier son examen. L'après-midi apporta plus de défis alors que la douleur de son corps rivalisait avec son besoin de maintenir les apparences. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration, et les ecchymoses sur son dos faisaient de la position assise un exercice d'endurance. Lorsque Madame Bramwell l'appela au tableau blanc pour résoudre un problème de mathématiques, Jasper se leva trop vite et regretta immédiatement la douleur aiguë qui traversa son torse. « Ça va ?» demanda Madame Bramwell, son attention maintenant entièrement concentrée sur sa gêne évidente. « Juste un peu raide, » répondit Jasper, forçant un sourire qui ressemblait à une trahison de tout ce qu'il vivait. « J'ai mal dormi la nuit dernière. » Le mensonge vint facilement parce qu'il en avait pratiqué des variantes des dizaines de fois, mais l'expression de Madame Bramwell suggérait qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Elle lui permit de retourner à sa place sans plus de questions. Mais Jasper pouvait la sentir le regarder le reste de l'après-midi, répertoriant chaque grimace, chaque mouvement prudent, chaque signe qui suggérait que son élève portait des fardeaux qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait supporter. La journée d'école se termina avec le mélange habituel de soulagement et d'appréhension de Jasper. Soulagement d'avoir réussi à maintenir sa façade pendant 6 heures de plus, appréhension de retourner dans une maison où l'humeur de Knox aurait fermenté dans l'alcool et le ressentiment depuis le matin. Il rentra chez lui lentement, en partie parce que ses blessures rendaient tout mouvement rapide douloureux, et en partie parce qu'il hésitait à affronter ce qui l'attendait. La maison semblait différente lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, chargée d'une tension particulière qui rendait l'air dense et dangereux. Knox était dans le salon, entouré de billets de Paris et de canettes de bière vides, son attention fixée sur les résultats des courses de chevaux qui n'avaient clairement pas été en sa faveur. Le volume de la télévision était trop fort, et le commentaire de Knox sur les courses devenait de plus en plus violent et grossier. « Où étais-tu » demanda Knox sans quitter la télévision des yeux. « L'école a fini il y a 1 heure. »« J'ai aidé Madame Bramwell avec des livres » répondit Jasper prudemment, posant son sac d'école et se dirigeant immédiatement vers les escaliers où il pourrait vérifier Luna. « Ne me mens pas, mon garçon. » La voix de Knox portait le ton particulier qui signifiait que son humeur se détériorait rapidement. Les enseignants ne retiennent pas les enfants après l'école à moins qu'il n'y ait un problème. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» La question était chargée de menaces, et Jasper comprit que sa réponse déterminerait la sévérité de la punition que Knox planifiait déjà. Il avait appris que la violence de Knox suivait souvent un schéma prévisible, la tension montant tout au long de la journée, déclenchée par des frustrations externes comme des pertes de jeu, puis concentrée sur Jasper comme la cible la plus pratique pour se défouler. « Rien, Knox, » dit Jasper, utilisant le ton respectueux qui désamorçait parfois les situations dangereuses. Elle avait juste besoin d'aide pour organiser des livres. Je ne lui ai rien dit. Knox se tourna finalement pour le regarder, et Jasper vit la froideur familière dans ses yeux qui précédait la violence. Le visage de Knox était rougi par l'alcool et la colère, ses mains serrées en poing devenues des armes trop familières. Le salon se sentit soudain plus petit, comme si les murs se refermaient pour les piéger ensemble dans ce moment de confrontation inévitable. « Tu ferais bien de ne rien avoir dit, » dit Knox, se levant avec le mouvement délibéré de quelqu'un essayant de paraître plus sobre qu'il ne l'était réellement. « Parce que si j'entends dire que les services sociaux sont venus mettre leur nez parce que tu n'as pas pu tenir ta langue, tu regretteras le jour de ta naissance. »
La menace planait dans l'air entre eux, lourde du poids des violences précédentes et de la promesse de pire à venir. Jasper resta parfaitement immobile, chaque instinct lui hurlant de courir tandis que son esprit rationnel calculait l'impossibilité de s'échapper. Knox était entre lui et la porte d'entrée, et toute tentative d'atteindre Luna à l'étage ne ferait qu'attirer l'attention de Knox sur sa vulnérabilité. De l'étage montèrent les pleurs de Luna, affamée, fatiguée, ou sentant simplement la tension domestique qui était devenue leur atmosphère constante. Le son sembla galvaniser Knox, son attention passant de Jasper à la source du bruit, avec la concentration prédatrice de quelqu'un cherchant une nouvelle cible pour sa rage. Ce bébé ferait bien de se taire, dit Knox, sa voix tombant au murmure menaçant qui était en quelque sorte plus effrayant que ses cris. Je ne suis pas d'humeur à entendre pleurer ce soir. Le sang de Jasper se figea à l'implication. Knox n'avait jamais directement menacé Luna auparavant, mais la façon dont il regardait vers les escaliers suggérait que ses limites habituelles se dissolvaient sous la pression des dettes croissantes et du désespoir grandissant. Les pertes de jeu qui avaient alimenté la rage d'aujourd'hui étaient apparemment assez sévères pour pousser Knox dans un nouveau territoire de violence. Je vais aller la calmer, dit rapidement Jasper, se dirigeant vers les escaliers avec une vitesse prudente. Elle a probablement juste faim. Non, dit Knox, sa main jaillissant pour saisir le bras de Jasper avec une force brutale. Tu vas rester ici. Que Vivien s'occupe de son propre enfant une fois pour toutes. Mais ils savaient tous deux que Vivien était incapable de gérer quoi que ce soit. Le bruit de son sommeil induit par les médicaments était audible, même d'en bas, la respiration profonde et anormale de quelqu'un trop fortement sédaté pour répondre à un bébé qui pleurait. Les plaintes de Luna augmentaient en volume et en désespoir, et Jasper sentait ses instincts protecteurs en conflit avec ses instincts de survie dans une bataille qui le déchirait. La prise de Knox sur son bras se resserra, ses doigts s'enfonçant dans des ecchymoses encore sensibles des rencontres précédentes. La douleur fut immédiate et aiguë. Mais Jasper se força à ne pas réagir, sachant que tout signe de faiblesse n'encouragerait que l'agressivité de Knox. Au lieu de cela, il resta parfaitement immobile, son esprit parcourant les scénarios possibles et ne trouvant aucune bonne option. Les pleurs de Luna atteignirent une intensité qui sembla vibrer à travers les murs, et le visage de Knox se tordit d'une rage qui devenait incontrôlable. Sa main libre se serra en poing, et Jasper réalisa avec une clarté cristalline que cette nuit serait différente de toutes les nuits précédentes. Ce soir, la violence de Knox ne se limiterait pas à lui seul. La réalisation le frappa comme un coup physique. Luna n'était plus en sécurité simplement en vertu de son jeune âge pour provoquer la colère de Knox. Le désespoir de Knox avait atteint un niveau où toute source de stress, tout rappel de responsabilité, tout obstacle à son apitoiement sur lui-même deviendrait une cible. Le bébé qui pleurait à l'étage n'était plus une innocente spectatrice, mais une victime potentielle d'une violence qui la détruirait avant même qu'elle n'ait eu la chance de grandir. Jasper regarda le visage de Knox et y vit sa propre mort reflétée ainsi que celle de Luna, pas nécessairement ce soir, mais bientôt. Le contrôle de Knox glissait, ses limites se dissolvaient, sa capacité de violence s'étendait à quiconque lui rappelait ses propres échecs. La maison qui avait été leur prison était sur le point de devenir leur tombe. « S'il vous plaît » murmura Jasper, le mot s'échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. » Le sourire de Knox était froid et prédateur, l'expression de quelqu'un qui venait de découvrir une nouvelle source de pouvoir. « Alors tu ferais bien de t'assurer qu'elle arrête de pleurer, » dit-il, relâchant le bras de Jasper d'une poussée qui le fit trébucher vers les escaliers. « Et tu ferais bien de me donner une raison de ne pas monter moi-même. » L'ultimatum était clair, et Jasper comprit qu'ils avaient franchi un seuil sans retour possible. Knox n'était plus satisfait d'utiliser Luna comme levier pour le silence de Jasper. Il était prêt à lui faire du mal directement, à la faire souffrir pour le simple crime d'exister dans son monde. La barrière protectrice qui avait gardé Luna en sécurité pendant des mois de violence croissante s'était finalement effondrée. Jasper monta les escaliers vers les pleurs de plus en plus désespérés de Luna, son esprit travaillant déjà sur des calculs qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à faire. Combien d'argent avait-il caché dans sa chambre? Jusqu'où pourrait-il porter Luna à travers les rues de février? Combien de temps avant que la patience de Knox ne s'épuise complètement? Alors qu'il atteignait la chambre de Luna et la soulevait de son berceau, sentant son petit corps trembler d'épuisement et de peur, Jasper prit une décision qui changerait tout. Ce soir, pendant que Knox s'enivrait jusqu'à l'inconscience, et que Vivien restait perdu dans son brouillard médicamenteux, il prendrait Luna et marcherait les 6 pâtés de maison jusqu'à l'hôpital pour enfants de Birmingham. Il leur dirait la vérité,
quoi qu'il lui arrive après, parce que Luna méritait une chance de grandir, et cette chance ne viendrait pas en restant plus longtemps dans cette maison. Le poids de cette décision s'abattit sur lui alors qu'il tenait sa petite sœur, la sentant se calmer progressivement dans ses bras. Devant leur fenêtre, l'après-midi de février s'estompait dans la soirée, et Jasper commença à compter les heures jusqu'à ce que Knox soit assez ivre pour leur offrir une fenêtre d'évasion. Ce soir serait la plus longue nuit de leur vie. Mais s'ils pouvaient trouver le courage de porter Luna à travers ces portes d'hôpital, ce pourrait aussi être leur dernière nuit en enfer. Les heures de la soirée s'étirèrent avec la lenteur atroce d'une torture par l'eau, chaque minute se transformant en éternité alors que Jasper attendait que le foyer s'installe dans sa routine nocturne de dysfonctionnement. Knox restait planté sur son trône de salon, entouré des débris des échecs de jeu d'une autre journée, sa consommation d'alcool constante et délibérée alors qu'il travaillait vers la stupeur qui finirait par le submerger. La télévision diffusait bruyamment les résultats des courses de chevaux de piste à travers l'Angleterre, chaque résultat décevant ajoutant une nouvelle couche à la rage croissante de Knox. Jasper avait réussi à garder Luna calme pendant le dîner, un repas maigre de soupe en conserve et de pain rassis que Knox avait déclaré « assez bon pour les parasites ». Il nourrit Luna de sa purée de légumes avec une patience infinie, faisant des bruits d'avion et des grimaces amusantes pour lui arracher des sourires. Malgré la tension qui remplissait leur petite cuisine comme un gaz toxique, chaque cuillerée qu'elle acceptait ressemblait à une petite victoire, du carburant pour le voyage qui les attendait. Vivien avait fait une brève apparition pendant le repas, se déplaçant dans la cuisine avec la prudence délibérée de quelqu'un naviguant dans le monde à travers un brouillard pharmaceutique. Elle avait pris sa dose de médicaments du soir, une combinaison d'analgésiques, de comprimés anti-anxiété et de somnifères que Knox encourageait avec l'enthousiasme de quelqu'un qui bénéficiait de son absence. Vers 20 heures, elle s'était retirée dans leur chambre, sa respiration prenant déjà le rythme profond et anormal qui indiquait une inconscience totale jusqu'au matin. « C'est l'heure du coucher », annonça Knox sans quitter la télévision des yeux, ses mots légèrement pâteux mais portant une autorité absolue. Tous les deux, je ne veux plus entendre un bruit jusqu'au matin. L'ordre fut prononcé avec la brutalité des involtes qui était devenue la signature de Knox, un rappel que leur existence dans sa maison était conditionnelle à leur invisibilité. Jasper hocha la tête silencieusement, soulevant Luna de sa chaise haute et la portant vers les escaliers. Son poids lui semblait différent ce soir, non pas plus lourd, mais plus précieux, comme s'il ne portait pas seulement sa petite sœur, mais tout leur avenir. La routine du coucher de Luna était devenue sacrée pour Jasper, une série de rituels qui offraient structure et réconfort dans leur monde chaotique. Il la changea pour des pyjamas propres, un doux coton décoré de petits éléphants que Vivien avait acheté pendant l'une de ses courtes périodes d'engagement maternel. Il chauffa son biberon du soir à la température précise qu'elle préférait, testant sur son poignet avec l'expertise de quelqu'un qui était devenu son principal soignant par nécessité plutôt que par choix. Alors que Luna buvait son biberon, ses paupières devenant lourdes de l'approche du sommeil, Jasper étudia son visage avec l'intensité de quelqu'un mémorisant un chef-d'œuvre. Ses traits devenaient chaque jour plus définis, le nez délicat de Vivien, ses propres yeux sombres, un menton déterminé qui lui appartenait entièrement. Elle était belle comme tous les bébés étaient beaux. Mais pour Jasper, elle représentait quelque chose de plus fondamental, l'espoir, l'innocence, et la possibilité que l'amour puisse exister même dans les circonstances les plus sombres. « Demain sera différent, Luna Bug », murmura-t-il contre ses doux cheveux, sa voix à peine audible dans la pénombre de la chambre d'enfant. « Demain sera un endroit sûr, un endroit où les gens nous aideront. » La réponse de Luna fut un soupir de contentement alors qu'elle terminait son biberon, son petit corps se relaxant dans la mollesse de sommeil qui indiquait une confiance totale dans ses soins. Jasper la plaça dans son berceau avec une infinie douceur, la couvrant de la couverture tricotée à la main qui avait été un cadeau de baptême de la mère de Vivien, une grand-mère que Luna ne rencontrerait jamais car Knox les avait systématiquement isolés de toute la famille élargie. Mais au lieu de laisser Luna dormir, Jasper s'installa dans le fauteuil d'allaitement à côté de son berceau, se positionnant de manière à pouvoir observer à la fois son visage paisible et la porte qui donnait sur le couloir. Cette nuit était différente de toutes les nuits précédentes, chargée de l'électricité du changement imminent. Les menaces de Knox avaient franchi une ligne qui ne pouvait être franchie, et Jasper savait avec une certitude cristalline que le lendemain les trouverait soit en sécurité, soit morts. De l'étage du dessous montaient les sons de l'ivresse croissante de Knox, le volume de la télévision augmentant à mesure que sa coordination diminuait, le bruit de bouteilles renversées, les jurons marmonnés qui devenaient plus violents et incohérents à chaque heure qui passait. Jasper avait appris à lire ces signaux audio comme un météorologue suivant des systèmes orageux, prédisant l'intensité et la durée des rages de Knox en fonction du rythme et de la fréquence de ses accès.
21h apporta le son de Knox trébuchant vers la cuisine, vraisemblablement à la recherche de plus d'alcool. La porte du réfrigérateur claqua avec une force inutile, suivie du bruit de quelque chose en heurtant le sol et de la tirade créative de blasphème de Knox. Jasper se tendit à la violence dans la voix de Knox, même lorsqu'elle était dirigée vers des objets inanimés, sachant qu'une telle rage avait besoin d'un exutoire, et craignant que Knox ne décide de monter les escaliers à la recherche de cibles plus satisfaisantes. Mais les pas de Knox retournèrent au salon, et le volume de la télévision augmenta de nouveau alors qu'il se réinstallait dans son fauteuil. Les courses de chevaux avaient laissé place à des films de fin de soirée, le genre de film d'action violent qui semble alimenter les pires impulsions de Knox. Les sons d'explosion et de coups de feu filtraient à travers les planchers, créant une bande-son d'agression qui faisait s'agiter Luna dans son sommeil. 22h marqua le début de la période véritablement dangereuse de Knox, suffisamment ivre pour être imprévisible, mais pas encore assez inconscient pour être inoffensif. C'est alors que sa paranoïa atteignait son apogée, lorsque les ombres devenaient des ennemis, et que les sons innocents devenaient des provocations. Jasper avait appris à rester absolument immobile pendant ces heures, à respirer doucement et à éviter tout mouvement qui pourrait attirer l'attention de l'homme volatile en bas. Ce soir-là, cependant, l'attention de Knox semblait concentrée sur le téléphone. Jasper pouvait l'entendre passer des appels, sa voix alternant entre cajoleure et menaçant alors qu'il tentait apparemment de négocier avec des créanciers ou d'obtenir de nouvelles lignes de crédit. Les conversations étaient brèves et semblaient mal se terminer, à en juger par la manière violente dont Knox raccrochait le combiné après chaque tentative. Putain de voleur! La voix de Knox montait les escaliers assez fort pour réveiller Luna si elle avait eu le sommeil léger. Ils pensent qu'ils peuvent me bousculer? Ils pensent qu'ils peuvent me menacer chez moi. L'ironie de Knox se plaignant de menaces tout en terrorisant sa propre famille n'échappa pas à Jasper, mais il était plus préoccupé par le désespoir croissant dans la voix de Knox. Les hommes désespérés étaient des hommes dangereux, et la situation financière de Knox avait clairement atteint un point de crise qui le rendait capable de tout. 23h apporta une accalmie temporaire alors que l'attention de Knox se tournait vers ce qui ressemblait à la préparation de nourriture, le micro-ondes bipant, des tiroirs claquant alors qu'il cherchait des ustensiles. Mais l'intermède fut bref, et bientôt Knox était de retour dans son fauteuil, son commentaire sur la programmation de fin de soirée devenant de plus en plus agressif et insensé. À minuit, le discours de Knox s'était détérioré au point où les mots individuels étaient difficiles à distinguer, mais le ton restait constamment menaçant. Il semblait se disputer avec la télévision, répondant au dialogue comme si les personnages pouvaient l'entendre, sa voix montant à des niveaux de cris qui faisaient grimacer Jasper à chaque accès. Luna dormait paisiblement depuis des heures, sa respiration régulière et non perturbée malgré le chaos en bas. Jasper enviait sa capacité à trouver la paix dans leur environnement hostile, mais il ressentait aussi une féroce protection face à sa vulnérabilité. Elle lui faisait entièrement confiance, avait appris à associer sa présence à la sécurité et au confort, et cette confiance était à la fois son plus grand trésor et son plus lourd fardeau. À minuit, la voix de Knox prit une nouvelle qualité, un monologue pâteux et décousu qui semblait être dirigé vers des auditeurs invisibles. Il parlait de dettes, de gens qui ne comprenaient pas la situation, de solutions impliquant la violence et la vengeance. Les mots étaient de plus en plus incohérents, mais la rage sous-jacente était incontournable. Montrez-leur à qui ils ont affaire, marmonna Knox, sa voix portant clairement dans la maison silencieuse. Montrez-leur ce qui se passe quand ils vont trop loin. La menace dans ces mots glaça le sang de Jasper, non pas parce qu'il craignait pour lui-même, mais parce qu'il comprenait que le désespoir de Knox le poussait vers un point de rupture qui détruirait tout sur son passage. Luna ne serait pas épargnée simplement parce qu'elle était innocente. Dans l'état actuel de Knox, l'innocence pourrait en fait faire d'elle une cible plus attrayante. 1h du matin apporta le son que Jasper attendait, la voix de Knox s'estompant en marmonnement, puis le silence ponctué seulement par le ronflement occasionnel. Mais Jasper se força à attendre plus longtemps, sachant que Knox connaissait parfois de courtes périodes d'éveil, même dans ses plus profondes stupeurs alcooliques. L'homme était imprévisible, même dans l'inconscience, et Jasper ne pouvait pas se permettre d'agir trop tôt. À 1h15, Jasper s'autorisa enfin à croire que Knox était véritablement inconscient. Le ronflement était devenu régulier et profond, le genre de sommeil induit par l'alcool qui durait généralement jusqu'à la fin de la matinée. Plus important encore, il n'y avait eu aucune réponse aux divers petits sons que Jasper avait délibérément faits, le craquement du fauteuil d'allaitement, le doux bruissement de tissu en mouvement, le doux son de sa respiration. Se déplaçant avec la précision minutieuse d'un cambrioleur dans sa propre maison, Jasper se leva de la chaise et commença ses préparatifs.
Il avait planifié ce moment mentalement pendant des semaines, répétant chaque étape tout en restant éveillé pendant les nuits précédentes de violence et de peur. L'exécution exigerait un timing parfait, un silence absolu, et plus de courage qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à posséder. Son premier arrêt fut sa propre chambre, où il récupéra le petit sac en toile qu'il avait caché sous son matelas. À l'intérieur se trouvaient les fournitures qu'il avait progressivement accumulées, de la monnaie volée sou par sou dans le porte-monnaie de Vivien, une petite boîte de crackers accumulée lors des déjeuners scolaires, une lampe de poche miniature qu'il avait trouvée dans un tiroir de cuisine. Le montant total d'argent était pitoyable, peut-être 3 livres sterling en diverses pièces, mais cela pourrait suffire pour un ticket de bus si la marche s'avérait impossible. Le sac de Luna était caché dans son placard derrière des boîtes de vêtements trop petits que Vivien avait conservées pour des raisons qu'elle ne se souvenait plus. Ce sac contenait les essentiels pour les soins du nourrisson, biberon, lait en poudre, couche et une tenue de rechange de la taille suivante dont Luna aurait bientôt besoin. Jasper avait assemblé ses fournitures avec le soin méthodique de quelqu'un se préparant à un siège, sachant que les besoins de Luna étaient plus urgents et complexes que les siens. L'élément le plus critique était la chaleur. Les nuits de février à Birmingham étaient glaciales, et le corps de Luna perdrait rapidement de la chaleur à l'air libre. Jasper choisit sa gigoteuse la plus chaude, une tenue épaisse en polaire avec moufles et chaussons attachés qui offrirait une couverture maximale. Par-dessus, il mit son manteau d'hiver, une doudoune rose bouffante qui la faisait ressembler à une mini-astronaute, mais qui la protégerait du vent. Pour lui-même, Jasper choisit des couches, un maillot de corps thermique sous son pull le plus épais, son manteau d'hiver, et le bonnet de laine que Vivien avait tricoté avant son déclin dans la dépendance aux médicaments. Il porterait Luna pendant tout le trajet, et son propre confort était secondaire à la garantie de sa sécurité et de sa chaleur. La partie la plus dangereuse de la préparation était de prendre Luna de son berceau sans la réveiller. Elle était normalement une bonne dormeuse, mais le stress des dernières semaines l'avait rendue plus sensible aux perturbations. Jasper s'approcha de son berceau avec la furtivité d'un cambrioleur expert, ses mains stables malgré l'adrénaline circulant dans son système. Luna s'agita légèrement alors qu'il la soulevait, son petit corps se recroquevillant instinctivement contre sa poitrine alors qu'il la transférait sur son épaule. Elle fit un doux son de protestation, mais ne se réveilla pas, sa confiance en sa manipulation absolue même dans son sommeil. Jasper retint son souffle jusqu'à ce que sa respiration retrouve son rythme régulier, puis commença le processus délicat de l'habiller pour leur voyage. Vêtir Luna de sa gigoteuse en polaire pendant qu'elle dormait exigeait patience et flexibilité que Jasper avait développée au cours des mois passés à prendre soin d'elle. Il passa un bras à la fois dans les manches, soutenant sa tête tout en manœuvrant le tissu sur son torse, attachant les pressions avec des mouvements si doux qu'il perturbait à peine sa position. Le manteau d'hiver fut plus difficile, mais Luna resta béatement inconsciente tout au long du processus. Luna étant correctement habillée et serrée contre sa poitrine, Jasper fit un dernier tour de la chambre d'enfant, rassemblant les derniers articles essentiels. Son doudou préféré, un doux rectangle jaune qui l'accompagnait depuis sa naissance, alla dans le sac avec sa tétine préférée et un petit éléphant en peluche qui l'aidait à dormir. Ces articles pouvaient sembler insignifiants comparés à la nourriture et au logement. Mais Jasper comprenait que les besoins émotionnels de Luna étaient aussi importants que ses besoins physiques. Le chemin vers le rez-de-chaussée exigeait de naviguer dans un champ de mines de dangers sonores potentiels, planchers qui grincent, charnières qui couinent et la tendance générale des vieilles maisons à annoncer les mouvements par divers gémissements et soupirs. Jasper avait cartographié chaque surface productrice de son pendant ses mois d'errance nocturne, créant des cartes mentales de chemin sur qui permettrait un passage silencieux à travers la maison. Chaque pas était délibéré et mesuré, son poids réparti avec soin pour minimiser le son. Luna restait endormie contre son épaule, sa respiration chaude contre son cou, sa confiance totale en ses soins à la fois inspirante et terrifiante. S'il échouait ce soir, s'ils étaient pris avant d'atteindre la sécurité, la vengeance de Knox serait rapide et finale. Le salon présentait le plus grand défi car Knox était affalé dans son fauteuil directement à côté du chemin menant à la porte d'entrée. Son ronflement était profond et régulier, mais Jasper savait que même inconscient, Knox conservait un certain niveau de conscience qui pouvait être déclenché par des sons ou des mouvements inattendus. La télévision jouait toujours, sa lumière bleue vacillant sur les traits détendus de Knox et créant des ombres mouvantes qui rendaient la pièce vivante de menace. Jasper se pressa contre le mur, avançant centimètre par centimètre autour du périmètre de la pièce tout en gardant Knox dans sa vision périphérique. L'homme semblait plus petit en dormant, moins intimidant sans sa cruauté consciente animant ses traits. Mais Jasper ne ressentait aucune sympathie pour son bourreau. Knox avait fait ses choix,
avait créé cette situation par sa propre violence et son égoïsme, et quelles que soient les conséquences qui en découleraient, elles seraient entièrement de son propre fait. La porte d'entrée était ancienne et capricieuse, sujette à se bloquer et à grincer au pire moment possible. Jasper avait pratiqué l'ouverture silencieuse pendant les nuits blanches précédentes, apprenant la combinaison précise de mouvements qui lui permettrait de s'ouvrir sans protester. Ce soir, sa préparation porta ses fruits car la porte s'ouvrit en douceur et silencieusement, révélant la froide nuit de février au-delà. La différence de température fut immédiate et choquante. La maison avait été chaude grâce au chauffage central, tandis que l'air extérieur portait la morsure aiguë de l'hiver qui pénétrait immédiatement leurs vêtements. Luna s'agita au froid soudain, mais ne se réveilla pas, son visage se blottissant automatiquement plus profondément dans la chaleur du cou de Jasper alors que son corps cherchait protection contre les éléments. Jasper referma la porte derrière eux avec une infinie précaution, s'assurant que le loquet s'enclenchait sans le cliquetis qui pourrait réveiller Knox. Ce n'est que lorsqu'il fut certain que la porte était sécurisée qu'il s'autorisa à respirer normalement, son souffle expiré créant de petits nuages dans l'air frigide alors qu'il se tenait sur le pas de la porte de ce qui avait été leur prison. La rue était vide et silencieuse, illuminée par des lampadaires sporadiques qui créaient des flaques de lumière orange séparées par des ombres profondes. La plupart des maisons ne montraient aucun signe de vie, fenêtres sombres, rideaux tirés, familles dormant paisiblement dans des lits où les enfants ne craignaient pas les adultes censés les protéger. Jasper ressentit une momentanée coup d'envie pour ces familles normales, mais repoussa rapidement cette émotion au profit de la concentration sur la tâche à venir. Le poids de Luna était déjà perceptible, et ils n'avaient pas encore quitté leur jardin d'entrée. 10 mois de croissance en avaient fait un lourd fardeau pour quelqu'un de la taille de Jasper, et il savait que la portée sur 6 pâtés de maison à travers les rues hivernales mettrait à l'épreuve les limites de son endurance. Mais l'alternative, la laisser avec Knox, était impensable, et Jasper avait appris que le désespoir pouvait fournir une force que la logique disait ne pas exister. Le premier pâté de maison se passa sans incident. Les pas de Jasper étaient prudents et mesurés alors qu'il s'adaptait au poids de Luna et au défi de maintenir l'équilibre sur un trottoir qui présentait des flaques de glace dues aux courtes averses de neige de la journée. Son souffle se faisait par des bouffées visibles, et il pouvait sentir le froid commencer à pénétrer ses couches de vêtements, mais Luna restait au chaud et dormait contre sa poitrine. Au deuxième pâté de maison, les bras de Jasper commençaient à lui faire mal à cause du poids de Luna, et il fut contraint de s'arrêter pour son premier repos. Il trouva un muret devant un commerce du coin, s'installant prudemment avec Luna toujours dans ses bras, son visage protégé de l'air froid par le col de son manteau. Le bref répit lui permit de réajuster sa prise et de redistribuer son poids, mais il lui donna aussi le temps d'apprécier pleinement l'ampleur de ce qu'il tentait. 6 pâtés de maison avaient semblé gérables lorsqu'ils étaient mesurés lors de promenades diurnes sans fardeau à porter, mais maintenant la distance semblait énorme. Luna devenait plus lourde à chaque pas. Ses propres blessures dues au passage à tabac précédent de Knox rendaient le mouvement douloureux, et le froid affectait sa coordination et sa force. Le doute s'insinua dans son esprit comme un poison, murmurant qu'il était trop petit, trop faible, trop jeune pour les sauver tous les deux. Mais ensuite Luna fit un doux son dans son sommeil, sa petite main se recroquevillant dans son pull avec une confiance inconsciente, et la résolution de Jasper se cristallisa en quelque chose d'incassable. Elle dépendait entièrement de lui, n'avait personne d'autre au monde qui la protégerait, et il la porterait en sécurité même si cela devait le tuer. L'alternative, retourner à la maison de Knox et attendre l'escalade inévitable de la violence, n'était tout simplement pas acceptable. Le troisième pâté de maison apporta de nouveaux défis alors que les jambes de Jasper commencèrent à trembler d'effort et que sa respiration devint laborieuse. Le poids de Luna sembla augmenter à chaque pas, et il fut contraint de s'arrêter 2 fois de plus pour de brefs repos qui restaurèrent à peine sa force avant qu'elle ne soit de nouveau épuisée. L'hôpital était encore à 3 pâtés de maison, mais semblait déjà infiniment éloigné. Une voiture passa pendant sa 3e pause, ses phares illuminant brièvement leur position sur un banc devant une pharmacie fermée. Jasper se pressa instinctivement plus profondément dans les ombres, terrifié que quelqu'un puisse s'arrêter pour poser des questions sur un enfant portant un bébé dans les rues au milieu de la nuit, mais la voiture continua sans ralentir, son conducteur ne voyant probablement rien d'inhabituel dans l'entrée assombrie. Le 4e pâté de maison faillit briser sa résolution alors que Luna commençait à s'agiter, son sommeil perturbé par le froid et la sensation inhabituelle de mouvements prolongés. Elle fit de doux sons de détresse que Jasper craignit de voir s'intensifier en pleurs, et il se retrouva à lui parler d'une voix douce et rassurante qui était devenue son outil le plus efficace pour maintenir son calme. Presque arrivé, Luna Bug, murmura-t-il contre son oreille, sa voix stable malgré son épuisement. Juste un petit peu plus loin, et puis nous serons quelque part au chaud et en sécurité.
Jazz est là, ma chérie. Tout va bien se passer. Luna se calma au son de sa voix, sa confiance en lui étant absolue, même dans son état semi-conscient. Son petit corps se relaxa contre sa poitrine, et Jasper sentit une vague d'amour protecteur si féroce qu'elle lui arracha presque des larmes. Elle était sa responsabilité. Son plus grand trésor, et la chose la plus importante qu'il ferait jamais dans sa vie, était de la mettre en sécurité. Le 5e pâté de maison fut un test de pure volonté. Alors que le corps de Jasper commençait à se rebeller contre l'effort prolongé, ses bras lui semblaient en feu. Ses jambes tremblaient à chaque pas, et sa respiration se faisait par de courts halètements qui créaient de plus grands nuages dans l'air frigide. Mais l'hôpital pour enfants de Birmingham était enfin visible au loin, sa façade moderne et son entrée des urgences vivement éclairées les appelant comme un phare d'espoir. Luna s'agitait plus fréquemment maintenant, son horloge interne lui disant que quelque chose n'allait pas avec leur routine. Elle faisait de petits sons de confusion et de malaise que Jasper apaisait avec des murmures constants de réconfort, mais il pouvait sentir son éveil imminent et savait que le temps s'écoulait avant qu'elle ne commence à pleurer sérieusement. Le 6e et dernier pâté de maison s'étirait devant eux comme une éternité, mais Jasper força ses jambes à continuer de bouger, son esprit entièrement concentré sur la promesse de sécurité qui l'attendait. Chaque pas les rapprochait de l'aide, des adultes formés pour protéger les enfants, d'un monde où Luna pourrait grandir sans peur. « Regarde, Lunabug », murmura Jasper alors qu'ils approchaient des portes automatiques de l'hôpital, sa voix épaisse d'épuisement et d'émotion. « On a réussi. On va être en sécurité maintenant. » Les portes s'ouvrirent à leur approche, et soudain ils étaient à l'intérieur, entourés de chaleur et de lumière, et de l'odeur antiseptique d'un lieu où la guérison avait lieu. Les jambes de Jasper faillirent lâcher alors que le soulagement l'envahissait. Mais il réussit à rester debout, Luna toujours en sécurité dans ses bras, tous deux enfin quelque part qui représentait l'espoir au lieu de l'horreur. Le service des urgences était calme à 7 heures avec seulement quelques membres du personnel visibles derrière le comptoir d'accueil. Mais alors que Jasper se tenait là, un petit garçon portant sa petite sœur et chancelant d'épuisement, il attira l'attention d'une infirmière dont l'œil exercé reconnut immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout. Elle marchait vers eux maintenant, son visage montrant le genre de préoccupation professionnelle dont Jasper avait rêvé pendant les plus longues nuits de leur épreuve. L'aide arrivait enfin, et Luna n'aurait plus jamais à craindre Knox Ashford. La plus longue nuit de leur vie était sur le point de se terminer, et leur nouveau départ était sur le point de commencer. Les portes automatiques de l'hôpital pour enfants de Birmingham se refermèrent derrière Jasper avec un doux souffle, coupant le froid de février et les enveloppant dans une atmosphère de chaleur et de propreté antiseptique qui donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. Le service des urgences était baigné de ce genre d'éclairage lumineux et clinique qui rendait tout net et réel, un contraste saisissant avec le cauchemar ombragé qu'il venait de fuir. Jasper se tenait à l'entrée, chancelant légèrement d'épuisement, Luna dormant toujours contre sa poitrine malgré le changement radical d'environnement. La salle d'attente était presque vide à 1h40 du matin, avec seulement une poignée de personnes dispersées sur les rangées de chaises en plastique bleu, un homme âgé tenant un chiffon taché de sang à sa main, une jeune femme berçant un enfant fiévreux, un adolescent avec ce qui semblait être une blessure sportive. Leurs yeux se tournèrent vers Jasper avec la curiosité oisive de personnes passant le temps dans des circonstances inconfortables, mais leur attention retourna rapidement à leurs propres problèmes lorsque rien de manifestement dramatique ne se présenta. Les jambes de Jasper lui semblaient pouvoir lâcher à tout moment. L'adrénaline qui l'avait soutenu tout au long de leur voyage commença à refluer, laissant derrière elle une fatigue ancrée jusqu'aux os qui menaçaient de le submerger. Le poids de Luna, qu'il avait porté sur 6 pâtés de maison à travers les rues hivernales, lui semblait maintenant impossible à supporter une minute de plus. Mais il se força à rester debout, sachant que paraître en contrôle était crucial pour s'assurer qu'ils recevaient l'aide dont ils avaient besoin. Le comptoir d'accueil était tenu par une seule réceptionniste, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants qui traitait la paperasse avec l'efficacité méthodique de quelqu'un habitué au quart de nuit. Elle leva les yeux alors que Jasper s'approchait, son sourire professionnel vacillant légèrement alors qu'elle saisissait la vue d'un petit garçon portant un nourrisson au milieu de la nuit. « Bonjour, mon chou », dit-elle, sa voix douce mais teintée d'inquiétude. « Es-tu ici avec quelqu'un ? Où sont tes parents ?» Les questions étaient standards, logiques et complètement impossibles pour Jasper d'y répondre honnêtement sans révéler l'intégralité de leur situation. Il ouvrit la bouche pour parler, mais découvrit que sa voix l'avait abandonné quelque part pendant leur voyage désespéré. Les mots qui lui avaient semblé si clairs dans son esprit, l'explication qu'il avait répétée pendant les nuits blanches, lui semblèrent soudain insuffisants pour transmettre la complexité de ce qui les avait amenés ici. « J'ai besoin d'aide », réussit-il finalement,
sa voix à peine un murmure. Nous avons besoin d'aide. Luna. Ma sœur. Elle n'est pas blessée, mais nous ne pouvons pas rentrer à la maison. L'expression de la réceptionniste passa d'une préoccupation de routine à une attention aiguë alors que sa formation se déclenchait. Elle avait travaillé aux urgences pédiatriques assez longtemps pour reconnaître les signes d'une situation grave, même lorsqu'ils se présentaient sous des formes inattendues. Un garçon de 7 ans portant un nourrisson aux portes d'un hôpital aux petites heures du matin n'était pas un scénario qui se produisait sans un traumatisme sous-jacent significatif. « Bien sûr, mon amour, dit-elle, tendant la main vers son téléphone. Laissez-moi appeler l'une de nos infirmières pour qu'elle vienne vous parler. Pouvez-vous me dire votre nom ? Jasper, répondit-il, sa voix devenant plus forte alors qu'il sentait le véritable désir d'aider dans son ton. Jasper Whitmore, et c'est Luna. C'est ma sœur. D'accord, Jasper. Je vais appeler l'infirmière Blackwood pour qu'elle vienne vous voir. Elle est très gentille et excellente avec les enfants. Pouvez-vous vous asseoir ? Vous avez l'air épuisé. Mais Jasper resta debout, ses instincts protecteurs refusant de le laisser se détendre même dans cet environnement sûr. Luna s'agitait plus fréquemment maintenant, son programme interne perturbé par leur voyage inhabituel, et il pouvait sentir son éveil imminent. Quand elle se réveillerait, elle serait confuse et peut-être effrayée par les environs inconnus, et il devait être assez alerte pour la réconforter. En quelques instants, une infirmière apparut de la zone de traitement, se déplaçant avec la démarche décidée de quelqu'un habitué à répondre à des situations urgentes. Cordelia Blackwood, au début de la quarantaine, avait des cheveux prématurément gris attachés en une queue de cheval pratique, et des yeux qui portaient la combinaison particulière de chaleur et d'autorité qui venait de 15 ans d'expérience en soins infirmiers pédiatriques. Elle avait assez vu dans sa carrière pour reconnaître une crise lorsqu'elle franchissait leur porte, et tout dans cette situation déclenchait ses instincts professionnels. « Bonjour, Jasper, dit-elle, sa voix à la hauteur exacte, assez calme pour être rassurante, assez chaleureuse pour encourager la confiance, mais assez sérieuse pour faire comprendre qu'elle comprenait que ce n'était pas une visite de routine. « Je suis l'infirmière Blackwood, mais vous pouvez m'appeler Cordelia. J'entends dire que toi et Luna avez besoin d'aide ce soir. » Jasper leva les yeux vers elle, ses yeux sombres détenant bien trop de savoir pour quelqu'un de son âge, et Cordelia sentit son cœur se serrer de reconnaissance. Elle avait déjà vu cette expression, la sagesse précoce qui venait d'avoir vécu des horreurs d'adulte tout en possédant encore la vulnérabilité d'un enfant. Quoi que ce soit qui ait amené ce garçon et sa petite sœur à leur service des urgences au milieu de la nuit, c'était assez grave pour mériter son attention totale. « Oui, » répondit simplement Jasper. Mais Cordelia remarqua comment il ajustait instinctivement sa position pour garder le corps de Luna à l'abri des regards, comment ses yeux scannaient constamment la zone autour d'eux, comment toute sa posture suggérait quelqu'un prêt à se défendre contre une attaque. Ce n'étaient pas les comportements d'un enfant qui avait vécu une simple urgence familiale. « Allons quelque part de plus confortable où nous pourrons parler, » suggéra Cordelia, désignant une salle de consultation privée spécifiquement conçue pour les conversations sensibles. « Il y fait plus chaud là-bas, et Luna sera plus à l'aise quand elle se réveillera. » Jasper hésita, ses instincts de survie en conflit avec son besoin désespéré d'aide. Les 8 derniers mois lui avaient appris à se méfier des adultes qui offraient de l'aide. Mais quelque chose dans la manière de Cordelia, la façon dont elle lui parlait d'égal à égal plutôt que comme un petit enfant, la véritable inquiétude dans ses yeux, le fait qu'elle ait immédiatement reconnu les besoins de Luna, lui donna envie de lui faire confiance. « Allez-vous appeler la police ?» demanda-t-il, la question révélant à la fois sa peur et sa compréhension que leur situation était assez grave pour impliquer les forces de l'ordre. La formation de Cordelia l'avait préparé à ce moment, le point où un enfant en crise révélait sa conscience que des figures d'autorité devraient être impliquées. Sa réponse déterminerait si Jasper continuerait de lui faire confiance avec la vérité ou se retirerait dans le silence protecteur que de nombreux enfants abusés utilisaient comme leur dernière défense. « Jasper, » dit-elle, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur sans l'envahir. « Mon travail est de m'assurer que toi et Luna êtes en sécurité et en bonne santé. Si quelqu'un t'a fait du mal, alors oui, nous pourrions avoir besoin d'impliquer d'autres personnes qui peuvent vous aider à vous protéger. Mais pour l'instant, ma seule préoccupation est de prendre soin de vous deux. Peux-tu me faire confiance pour cela ? » L'honnêteté de sa réponse, la reconnaissance que l'aide pourrait impliquer des conséquences qui pourraient faire peur, augmenta en fait la confiance de Jasper en sa fiabilité. Les adultes qui faisaient des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir s'étaient avérés dangereux dans son expérience.
Mais Cordelia était honnête quant à la complexité de leur situation. D'accord, dit-il doucement, la suivant vers la salle de consultation avec des pas prudents mais non plus craintifs. La pièce était conçue pour être aussi peu menaçante que possible, un éclairage chaud au lieu de néon dur, des chaises confortables disposées en cercle plutôt que des tables d'examen clinique, des œuvres d'art colorées sur les murs représentant des scènes joyeuses d'enfants jouant. Mais ce qui importait le plus à Jasper était qu'elle avait une porte qui pouvait être fermée, offrant de l'intimité pour la conversation qui allait avoir lieu. Cordelia l'aida à s'installer dans l'une des chaises, notant comment il continuait à tenir Luna malgré la tension évidente sur sa petite silhouette. Le bébé commençait à s'agiter plus activement maintenant, son sommeil perturbé par les voix et l'environnement inconnu, mais elle semblait contente de rester dans les bras de Jasper plutôt que de tendre les bras vers l'adulte étranger. « Elle vous fait entièrement confiance », observa Cordelia, reconnaissant la signification du comportement de Luna. Les bébés qui avaient été bien soignés montraient ce genre d'attachement sécurisé, mais les bébés qui avaient vécu un traumatisme montraient souvent des schémas d'attachement différents. La calme acceptation des soins de Jasper suggérait que, malgré ce qui les avait amenés ici, elle avait reçu une attention constante et aimante de son frère. « Je m'occupe d'elle », répondit Jasper d'un ton neutre, comme si cet arrangement était tout à fait normal. Personne d'autre ne s'assure qu'elle a ce dont elle a besoin. Knox n'aime pas quand elle pleure. Et maman n'est plus vraiment là, alors je dois m'occuper d'elle. La simple déclaration portait un poids énorme, révélant des couches de responsabilité et de maturité qu'aucun enfant de 7 ans n'aurait dû être forcé de développer. Cordelia prit des notes mentales sur la dynamique familiale qui aurait créé la situation, mais garda son expression neutre et solidaire. « Tu t'occupes manifestement très bien d'elle, » dit Cordelia, laissant une véritable admiration colorer sa voix. Elle a de la chance d'avoir un si grand frère attentionné. Mais Jasper, prendre soin d'un bébé est une lourde tâche pour quelqu'un de ton âge. Tu ne devrais pas avoir à le faire tout seul. Luna choisit ce moment pour se réveiller complètement, ses yeux s'ouvrant pour observer les environs inconnus avec la curiosité alerte d'un bébé de 10 mois en bonne santé. Elle regarda autour de la pièce avec intérêt plutôt qu'avec peur, mais son regard revenait constamment au visage de Jasper, cherchant l'assurance que tout allait bien. Quand il lui sourit et lui parla de la voix douce et calme qui était devenue leur langage privé, elle se détendit complètement. « Bonjour, Lunabug », murmura Jasper, sa voix prenant la tendresse que Cordelia reconnaissait comme un véritable amour parental. « Nous sommes en sécurité maintenant. C'est Cordelia, et elle va nous aider. » La réponse de Luna fut un son gazouillé qui aurait pu être une tentative de communication, accompagnée du genre de sourire qui illuminait tout son visage. Elle était clairement une enfant épanouie et aimée, malgré les circonstances qui les avaient amenés à l'hôpital, et Cordelia sentit son respect pour Jasper augmenter en étant témoin de la qualité des soins qu'il avait fournis. « Elle est magnifique », dit sincèrement Cordelia, notant les yeux brillants de Luna, son teint sain, et les signes évidents d'une bonne nutrition et hygiène qui indiquaient des soins constants. « Quel âge a-t-elle » ? « Dis-moi, » répondit Jasper, sa voix empreinte de la fierté de quelqu'un qui avait observé chaque étape de son développement. « Elle aura 1 an en avril. Elle peut se hisser debout, et elle dit baba quand elle veut son biberon. Elle aime la musique et les couleurs vives, et elle sourit toujours quand elle me voit le matin. » La connaissance détaillée du développement et des préférences de Luna confirma l'évaluation de Cordelia selon laquelle Jasper avait en effet fonctionné comme son principal soignant. Ce niveau de familiarité intime avec les besoins et la personnalité d'un nourrisson ne venait que de soins constants et attentifs sur de longues périodes. Quelle que soit leur situation familiale, Jasper avait fait le travail d'un parent tout en étant lui-même un enfant. « Jasper », dit doucement Cordelia, sachant que ses prochaines actions changeraient irrévocablement leur vie. « Je dois appeler des gens qui peuvent vous aider à vous assurer que toi et Luna êtes en sécurité. Cela signifie que des médecins devront vérifier que vous êtes tous les deux en bonne santé, et des policiers devront poser des questions sur ce que Knox a fait. » Cela peut sembler effrayant, mais ce sont toutes des personnes dont le travail est de protéger les enfants. La prise de Jasper sur Luna se resserra presque imperceptiblement, mais sa voix resta stable lorsqu'il répondit « Vont-ils m'enlever Luna ?» La question révéla sa plus grande peur, non pas qu'il soit séparé de son foyer abusif, mais qu'il soit séparé de la sœur qui était devenue tout son monde. Cordelia comprit que l'identité de Jasper était entièrement liée à son rôle de protecteur de Luna, et que tout plan pour leur sécurité devrait tenir compte de leur lien. « Je vais faire tout ce que je peux pour m'assurer que vous restiez ensemble, » promit Cordelia, pensant chaque mot. « Tu as montré que tu pouvais prendre un excellent soin de Luna, et séparer les frères et sœurs est quelque chose que nous essayons très fort d'éviter.
Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur le fait de s'assurer que vous êtes tous les deux en sécurité et en bonne santé. Peux-tu me faire confiance pour cela? Jasper étudia son visage un long instant, son jeune esprit faisant des calculs de confiance et de risque qu'aucun enfant n'aurait dû avoir à maîtriser. Mais quelque chose dans l'expression de Cordelia, peut-être le véritable respect qu'elle montrait pour sa relation avec Luna, ou la façon dont elle lui parlait comme à quelqu'un dont les opinions comptaient, le convainquit de faire le saut de la foi qui changerait tout. D'accord, dit-il doucement, la suivant vers la salle de consultation avec des pas prudents mais non plus craintifs. Mais je dois rester avec Luna. Elle a peur quand je ne suis pas là, et elle ne vous connaît pas encore. Bien sûr, accepta Cordelia, tendant déjà la main vers le téléphone qui amorcerait le processus de protection pour eux deux. Luna peut rester avec toi pendant que nous mettons tout en ordre. Tu es son grand frère, et cela ne changera pas. Alors que Cordelia commençait à passer les appels qui feraient entrer médecins, policiers et travailleurs sociaux dans leur vie, Jasper continua de nourrir Luna, sa voix douce et rassurante alors qu'il lui parlait à travers ce nouvel environnement étrange. Ça va être différent maintenant, Luna Bug, murmura-t-il contre ses doux cheveux. Mais différent pourrait être mieux. Différent pourrait signifier en sécurité. La réponse de Luna fut un soupir de contentement alors qu'elle terminait son biberon, son petit corps se relaxant contre la poitrine de Jasper en toute confiance. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les questions qui seraient posées et les décisions qui seraient prises, elle était en sécurité dans les bras du frère qui l'avait portée sur 6 pâtés de maison par une nuit d'hiver pour lui donner une chance à l'enfance qu'elle méritait. La vérité était enfin au grand jour, et il n'y aurait pas de retour à l'obscurité qu'ils avaient laissée derrière eux. Les 6 heures suivantes passèrent dans un flou de questions douces mais persistantes, d'examens médicaux et de la documentation minutieuse qui transformerait le cauchemar privé de Jasper et Luna en preuves officielles d'abus systématiques. Cordelia avait passé ses appels avec l'efficacité de quelqu'un qui comprenait que chaque minute de retard était une minute de plus où Knox Ashford restait libre de détruire des preuves ou de menacer des témoins, et la réponse avait été rapide et complète. L'inspecteur détective Thorne Fitzgerald arriva le premier, ses 20 ans de carrière dans les crimes familiaux lui ayant appris que les cas impliquant de très jeunes victimes exigeaient un équilibre délicat d'urgence et de patience. C'était un homme grand et mince aux cheveux prématurément argentés et à la présence calme qui semblait rassurer naturellement les enfants effrayés. Sa première priorité était de s'assurer que Jasper se sentait assez en sécurité pour fournir le témoignage détaillé qui serait nécessaire pour construire un dossier solide contre Knox. « Bonjour, Jasper », dit Thorne, s'installant dans l'une des chaises de la salle de consultation avec une désinvolture délibérée. « Je suis l'inspecteur détective Fitzgerald, mais vous pouvez m'appeler Thorne si c'est plus facile. L'infirmière Blackwood me dit que tu as été très courageux ce soir, en prenant si bien soin de ta sœur. » Jasper leva les yeux de là où il balançait doucement Luna, qui était devenue de plus en plus grognonne à mesure que l'environnement étrange et la routine perturbée commençaient à affecter son calme habituel. Le ton du détective était respectueux plutôt que condescendant, le traitant comme quelqu'un dont le compte importait plutôt qu'un petit enfant dont les mots pourraient être peu fiables. « Knox a des problèmes ?» demanda Jasper, sa voix empreinte d'un mélange d'espoir et de peur que Thorne reconnaissait dans des dizaines de cas similaires. Les enfants qui avaient été abusés ressentaient souvent des sentiments conflictuels quant aux conséquences pour leurs agresseurs, surtout lorsque ces agresseurs étaient des membres de la famille qui contrôlaient leur survie quotidienne. Knox devra répondre à de sérieuses questions sur la façon dont il vous a traité, toi et Luna, répondit honnêtement Thorne. Mais pour l'instant, mon travail est de m'assurer que vous êtes tous les deux en sécurité et de comprendre exactement ce qui s'est passé dans votre maison. Peux-tu m'aider avec ça ? L'entretien qui suivit fut mené avec l'attention minutieuse aux détails qu'exigeaient les affaires criminelles graves, mais adaptées pour tenir compte de l'âge de Jasper et de la nature traumatisante de ses expériences. Thorne avait travaillé avec des enfants victimes assez longtemps pour savoir que précipiter le processus ou insister trop pour des détails pourrait en fait nuire à la fois au bien-être de l'enfant et à la force de la poursuite éventuelle. Le récit de Jasper était remarquablement clair et organisé chronologiquement pour quelqu'un de son âge, suggérant à la fois une intelligence exceptionnelle et la malheureuse réalité qu'il avait été forcé de développer des capacités d'observation de niveau adulte à des fins de survie. Il décrivit le schéma croissant de violence de Knox avec la précision détachée de quelqu'un qui avait appris à se dissocier de la douleur physique, mais sa voix devenait plus forte et plus émotive lorsqu'il discutait des menaces envers la sécurité de Luna. Il a dit que si je disais à quelqu'un, il s'assurerait que Luna serait blessée aussi, expliqua Jasper, serrant inconsciemment sa prise protectrice sur sa sœur. Il a dit que personne ne me croirait de toute façon parce que je ne suis qu'un enfant et qu'il est un adulte.
Il a dit que maman le choisirait s'il fallait choisir. Chaque révélation ajoutait une nouvelle couche au dossier que Thorne construisait dans son esprit, manipulation psychologique, menace contre un nourrisson, tactique d'isolement conçue pour empêcher la divulgation. Knox Ashford n'était pas simplement un homme avec des problèmes de gestion de la colère. C'était un prédateur calculateur qui avait délibérément ciblé une famille vulnérable et systématiquement détruit leur capacité à chercher de l'aide. Pendant que Jasper fournissait sa déclaration, le docteur Hugh Peton effectuait l'examen médical qui documenterait les preuves physiques d'abus. Hugh était le pédiatre principal de l'hôpital, un homme d'une cinquantaine d'années dont l'expertise dans les cas de traumatisme infantile en avait fait le choix préféré pour les situations impliquant des abus suspectés. Son examen de Jasper fut approfondi, mais mené avec une infinie sensibilité à la gêne évidente du garçon à être touché par des mains d'adultes. Les résultats étaient accablants par leur exhaustivité. Le petit corps de Jasper racontait l'histoire de mois de violences systématiques, des ecchymoses à divers stades de guérison sur son torse et son dos, des marques en forme de doigts sur ses bras, cohérentes avec le fait d'avoir été saisi avec force, et des blessures plus anciennes qui avaient mal guéri en raison d'un manque de soins médicaux. Le schéma était manifestement intentionnel, ciblé sur des zones qui seraient normalement cachées par les vêtements. « Tu as été très fort, Jasper », dit le docteur Peton en aidant le garçon à remettre sa chemise, notant comment Jasper se positionnait automatiquement pour cacher l'étendue de ses blessures. Ces blessures ont dû être très douloureuses. Mais tu as fait un excellent travail en prenant soin de toi et de Luna malgré tout ce que tu as traversé. L'examen de Luna révéla une histoire complètement différente, un bébé en bonne santé, bien nourri, montrant tous les signes d'excellents soins et d'un attachement sécurisé. Son développement était adapté à son âge dans toutes les catégories. Sa nutrition et son hygiène étaient exemplaires, et ses réponses à Jasper confirmaient la force de leur lien fraternel. Le contraste entre leurs conditions physiques racontait sa propre histoire sur les priorités de Jasper et l'étendue de son abnégation. Pendant que les enquêtes médicales et policières se déroulaient, la travailleuse sociale et la Monténégro menaient sa propre évaluation de la situation familiale. Ella était une vétérane du système de services sociaux de Birmingham, avec 15 ans d'expérience dans les cas de protection de l'enfance qui lui avait appris à reconnaître à la fois les urgences authentiques et les dynamiques familiales complexes qui les entouraient souvent. Sa première priorité fut de visiter le domicile des Whitmore Ashford où elle trouva exactement ce que le témoignage de Jasper avait suggéré, des preuves de négligence, d'abus d'alcool et le genre de chaos domestique qui créait des conditions parfaites pour que les abus envers les enfants prospèrent sans contrôle. Knox était toujours inconscient lorsque la police arriva, évanoui dans son fauteuil de salon, entouré de bouteilles vides et d'accessoires de jeu, complètement inconscient que ses victimes s'étaient échappées. L'arrestation fut anticlimatique comparée à la violence dramatique que Knox avait infligée à sa famille. Il se réveilla confus et désorienté, croyant initialement que la présence policière était liée à ses dettes de jeu plutôt qu'à ses abus envers les enfants. Ce ne fut que lorsque les accusations furent lues plusieurs chefs d'accusation d'abus d'enfants, de mise en danger et de menaces criminelles que Knox commença à comprendre l'ampleur de sa situation juridique. Le réveil de Vivien à la réalité de l'absence de ses enfants fut plus complexe et dévastateur. La combinaison de médicaments sur ordonnance qu'il avait maintenue dans un état crépusculaire pendant des mois signifiait qu'elle avait été réellement inconsciente de la violence de Knox. Mais son ignorance ressemblait à un aveuglement volontaire pour les travailleurs sociaux qui l'ont interrogée. Comment une mère pourrait-elle ne pas remarquer que son fils de 7 ans était couvert d'ecchymose et fonctionnait comme le principal soignant de sa fille nourrisson? Où sont mes bébés? Furent les premiers mots cohérents de Vivien lorsque la police expliqua la situation, sa voix épaisse de médicaments et de confusion. Où sont Jasper et Luna? Sont-ils blessés? La conversation qui suivit fut douloureuse pour toutes les personnes impliquées. Le choc de Vivien en apprenant les abus de Knox semblait sincère, mais son empressement immédiat à récupérer ses enfants plutôt qu'à comprendre pourquoi ils avaient dû fuir suggérait un manque d'introspection préoccupant quant à son propre rôle dans la création de la situation dangereuse. De retour à l'hôpital, Jasper rencontrait les personnes qui détermineraient son avenir immédiat et celui de Luna. La famille Hartwell avait été contactée quelques heures après les appels initiaux de Cordelia, leur statut de famille d'accueil d'urgence expérimenté en faisant le placement préféré pour les frères et sœurs qui avaient besoin d'une protection immédiate. Hazel et Benedict Hartwell fournissaient des services de famille d'accueil depuis plus d'une décennie, spécialisés dans les cas impliquant de très jeunes enfants et les placements d'urgence. Hazel était une ancienne institutrice dont l'incapacité à avoir des enfants biologiques l'avait amenée à devenir famille d'accueil pour canaliser ses instincts maternels vers des enfants qui avaient désespérément besoin de stabilité. Benedict était un charpentier qui avait modifié leur maison de Birmingham spécifiquement pour accueillir des enfants placés,
créant des espaces accueillants plutôt qu'institutionnels. Leur approche était basée sur la compréhension que les enfants ayant subi un traumatisme avaient besoin de prévisibilité, de chaleur et d'adultes capables de rester calmes face à des comportements difficiles. « Bonjour, Jasper », dit Hazel en arrivant à l'hôpital, sa voix empreinte de cette qualité de chaleur particulière qui venait d'une véritable affection pour les enfants plutôt que d'une obligation professionnelle. « Je suis Hazel Hartwell, et voici mon mari, Bénédicte. Nous avons appris que toi et Luna pourriez avoir besoin d'un endroit sûr où rester pendant un certain temps. » La réponse de Jasper fut prudente, mais non craintive. Son expérience avec Cordelia et les autres membres du personnel hospitalier avait commencé à reconstruire sa capacité à faire confiance aux adultes qui faisaient preuve d'une gentillesse constante, mais sa principale préoccupation restait le bien-être de Luna, et il précisa clairement que tout arrangement devrait tenir compte de son rôle de principal soignant. « Je m'occupe de Luna », dit-il fermement, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait pris des décisions de vie ou de mort pendant des mois. « Elle a besoin que je la nourrisse, que je l'endorme et que je m'assure qu'elle n'ait pas peur. Je ne peux pas aller quelque part où je ne pourrai pas m'occuper d'elle. » « Bien sûr », répondit Hazel sans hésitation, reconnaissant que la relation de Jasper avec Luna était à la fois la source de sa force et son point le plus vulnérable. « Nous avons une jolie chambre qui serait parfaite pour vous deux, avec un vrai lit bébé pour Luna et un lit pour toi juste à côté. Tu pourras t'occuper d'elle comme tu l'as toujours fait. » La conversation se poursuivit pendant près d'une heure alors que Jasper interrogeait les Hartwell avec la minutie de quelqu'un qui comprenait que cette décision affecterait la sécurité de Luna autant que la sienne. Ces questions étaient sophistiquées et révélaient sa compréhension des responsabilités impliquées dans les soins d'un nourrisson. Connaissait-il l'horaire d'alimentation de Luna, ses préférences de sommeil, la manière spécifique dont elle aimait être tenue lorsqu'elle était grognonne? Bénédicte fut particulièrement impressionné par la connaissance détaillée de Jasper des besoins de développement de Luna et sa compétence évidente à y répondre. « Tu as fait un travail incroyable en prenant soin de ta sœur, dit-il sincèrement à Jasper. Elle a de la chance d'avoir un si grand frère dévoué. Nous serions honorés de t'aider à continuer de prendre soin d'elle chez nous. » Les procédures légales qui détermineraient le sort de Knox commençaient déjà à prendre forme. La procureure de la couronne Sarah Chen avait été chargée de l'affaire, son expérience dans les cas de violence domestique et d'abus d'enfants en faisant le choix logique pour ce qui promettait d'être une poursuite complexe. Les preuves étaient solides, le témoignage détaillé de Jasper, la documentation médicale complète, et le comportement de Knox lors de son arrestation avaient créé une base solide pour de multiples accusations de crimes. Mais Sarah comprenait également que le succès des poursuites dépendrait fortement de la capacité de Jasper à témoigner au tribunal, une perspective qui remplissait toutes les personnes impliquées d'espoir et d'inquiétude. Les témoins de 7 ans présentaient des défis uniques. Leur témoignage pouvait être extraordinairement puissant lorsqu'il était livré clairement, mais le traumatisme de faire face à leur agresseur dans un cadre judiciaire pouvait également causer des dommages psychologiques significatifs. « Nous prendrons toutes les mesures possibles pour rendre le processus aussi doux que possible », expliqua Sarah à Ella lors de leur réunion de planification. Témoignage en circuit fermé, défenseur des victimes, psychologue pour enfants, tout ce dont Jasper aura besoin pour se sentir suffisamment en sécurité pour raconter son histoire. Mais au final, son témoignage sera crucial pour s'assurer que Knox reçoive une peine qui reflète la gravité de ses crimes. Pendant ce temps, la situation juridique de Knox se détériorait rapidement à mesure que la pleine étendue de ses problèmes financiers devenait claire. Ses dettes de jeu étaient bien plus importantes que quiconque ne l'avait réalisé, et plusieurs de ses créanciers étaient liés à des figures du crime organisé qui n'acceptaient pas les paiements différés de bonne grâce. Le stress d'une éventuelle poursuite était aggravé par le danger très réel posé par des personnes qui avaient des solutions violentes aux problèmes de recouvrement de dettes. Les tentatives de Knox de contacter Vivien depuis la prison furent surveillées et enregistrées, révélant les tactiques de manipulation qu'il avait utilisées pour maintenir le contrôle sur la famille. Ces appels alternaient entre des promesses de réforme et des menaces à peine voilées, tentant de convaincre Vivien que la divulgation des enfants était en quelque sorte une trahison de la loyauté familiale plutôt qu'une tentative désespérée de survie. « Tu dois les récupérer », insista Knox lors d'une conversation enregistrée, sa voix empreinte de ce désespoir qui l'avait rendu si dangereux. « Dis-leur que tout était un malentendu, que Jasper a tout exagéré. Les enfants inventent des histoires tout le temps. Tout le monde le sait. » Mais les réponses de Vivien devenaient moins favorables à mesure que la réalité de sa situation commençait à pénétrer son brouillard induit par les médicaments. La réduction forcée de sa consommation de médicaments sur ordonnance, mise en œuvre dans le cadre de son évaluation d'aptitude parentale, lui permettait de penser plus clairement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois.
Ce qu'elle commençait à voir était dévastateur dans sa clarté. Ses enfants avaient vécu dans la terreur pendant qu'elle dormait pendant leur souffrance. Jasper avait été forcé de devenir le parent de Luna tout en absorbant des passages à tabac réguliers conçus pour le maintenir silencieux. Toute la petite enfance de Luna avait été passée dans une atmosphère de violence et de peur qui aurait pu détruire sa capacité de développement normal. La mère, qui était censée les protéger, était au lieu de cela devenue un obstacle à leur sécurité. Au moment où le matin arriva, les rouages de la justice tournaient avec l'élan inexorable qui caractérisait les affaires criminelles graves. Knox faisait face à de multiples accusations de crimes qui pouvaient entraîner une peine de prison substantielle. Vivien commençait le long processus d'affronter ses propres échecs en tant que parent et son rôle dans la facilitation des abus de Knox. Plus important encore, Jasper et Luna étaient en sécurité sous la garde de personnes qui comprenaient leurs besoins et s'engageaient à leur bien-être. La transition vers le foyer Hartwell fut gérée avec une attention minutieuse pour minimiser le traumatisme additionnel pour les deux enfants. Jasper fut autorisé à maintenir ses routines avec Luna, la nourrissant le midi et la couchant pour sa sieste de l'après-midi dans la chambre d'enfant lumineuse et joyeuse que Hazel et Bénédicte avaient préparée. La pièce était conçue pour être accueillante plutôt qu'institutionnelle, avec des couleurs douces, une lumière naturelle, et des meubles adaptés à la fois pour un nourrisson et pour le garçon de 7 ans qui prenait soin d'elle. « C'est magnifique », dit Jasper doucement en installant Luna dans son nouveau lit bébé, sa voix exprimant l'émerveillement à l'idée que de tels espaces puissent exister pour des enfants comme eux. Elle aimera le mobile. Elle aime les choses qui bougent et font des sons doux. La facile acceptation de Luna de son nouvel environnement témoignait à la fois de son tempérament résilient et de la sécurité fournie par la présence constante de Jasper. Tant que son frère était à proximité, lui parlant de la voix douce qui était devenue sa principale source de réconfort, elle semblait contente d'explorer ce nouvel espace avec la curiosité d'un bébé de 10 mois en bonne santé. La première séance avec la psychologue pour enfants, le docteur Octavia Sterling, était prévue pour la semaine suivante, conçue pour commencer le processus d'aider Jasper à comprendre que ses stratégies de survie, bien qu'admirables, n'étaient plus nécessaires. Octavia était spécialisée dans le travail avec les enfants ayant subi des traumatismes complexes, et elle comprenait que l'identité de Jasper était entièrement liée à son rôle de protecteur de Luna. Notre objectif n'est pas de lui enlever son sens de la responsabilité envers Luna, expliqua Octavia à Hazel et Bénédicte lors de leur réunion préliminaire. Cette relation est clairement la source de sa force et de sa résilience. Au lieu de cela, nous devons l'aider à comprendre qu'il peut toujours être un grand frère aimant sans porter le poids d'être son parent. Il a besoin de la permission d'avoir à nouveau 7 ans. La percée était survenue 6 semaines après leur placement lorsque Luna était tombée et s'était cogné la tête en jouant dans le jardin. La panique immédiate de Jasper, la terreur d'avoir en quelque sorte échoué à ses devoirs de protection, n'avait pas été accueillie par des critiques, mais par le doux rappel de Hazel que les accidents faisaient partie de l'enfance, que Luna était en sécurité, et que le réconfort pouvait venir de multiples sources. Regarder Hazel s'occuper efficacement de la blessure mineure de Luna, tandis que Bénédicte rassurait les deux enfants, avait été le premier aperçu de Jasper de ce à quoi pouvaient ressembler des dynamiques familiales fonctionnelles. Le développement de Luna pendant leurs mois avec les Hartwell avait été extraordinaire à observer. Libérée de la tension constante qui avait caractérisé ses premiers mois, elle s'épanouissait en une enfant confiante et curieuse qui abordait le monde avec l'enthousiasme intrépide qui était son droit de naissance. Elle avait fait ses premiers pas indépendants dans le salon des Hartwell, Jasper l'acclamant avec enthousiasme et les 3 adultes sortant leurs appareils photos simultanément. Son vocabulaire s'élargissait rapidement, et son mot préféré après « jazz » pour Jasper était « maison », qu'elle prononçait avec la satisfaction de quelqu'un qui comprenait enfin ce que le concept signifiait. Les procédures légales entourant la poursuite de Knox avaient été gérées avec un soin extraordinaire pour le bien-être de Jasper, mais elle lui avait tout de même demandé de raconter ses expériences dans des cadres formels qui semblaient des mondes loin de la sécurité de sa nouvelle vie. La procureure de la couronne Sarah Chen avait travaillé sans relâche pour créer un environnement où Jasper pouvait témoigner par circuit fermé, lui permettant de rester dans une pièce confortable avec des adultes de soutien tout en faisant face aux caméras plutôt qu'à son agresseur directement. Son témoignage, quand il arriva finalement, avait été dévastateur par sa clarté et son sang-froid. Parlant sur le même ton neutre qu'il aurait pu utiliser pour décrire un devoir scolaire, Jasper avait raconté des mois d'abus systématiques avec une précision qui ne laissait aucune place au doute quant à la culpabilité de Knox. Mais plus puissante que les détails de la violence était l'explication de Jasper sur la raison pour laquelle il avait finalement agi pour protéger Luna. Il allait lui faire du mal, avait dit Jasper, sa voix stable mais ses mains fermement serrées sur ses genoux. C'est juste un bébé.
Elle n'a jamais rien fait de mal. Je ne pouvais pas le laisser lui faire du mal juste parce qu'il était en colère d'avoir perdu de l'argent au jeu. Alors, je l'ai emmené en sécurité où des gens nous aideraient. La simplicité de sa motivation, la conviction absolue d'un enfant que protéger l'innocence valait tout risque personnel, avait rendu la salle d'audience complètement silencieuse. Même l'avocat de la défense de Knox, qui s'était préparé à plaider la clémence en raison du stress financier et des problèmes d'alcool de son client, semblait comprendre qu'aucune atténuation ne pouvait excuser la terrorisation systématique des enfants. La condamnation de Knox pour plusieurs chefs d'accusation d'abus d'enfants, de mise en danger et de menaces criminelles avait entraîné une peine de 8 ans de prison, avec des restrictions supplémentaires qui l'empêcheraient de contacter la famille lors de sa libération éventuelle. Plus important encore pour la sécurité à long terme de Jasper et Luna, la condamnation avait légalement coupé le lien de Knox avec leur famille, éliminant toute possibilité qu'ils puissent un jour revendiquer des droits parentaux ou tenter de se réinsérer dans leur vie. Le chemin de Vivien vers le rétablissement avait été plus long et plus compliqué que les procédures légales contre Knox. Le programme de réhabilitation ordonné par le tribunal l'avait forcé à affronter non seulement sa dépendance aux médicaments sur ordonnance, mais aussi les façons dont son absence avait facilité les abus de Knox. Le processus de réduction de sa consommation de médicaments sous surveillance médicale avait été physiquement et émotionnellement difficile, mais il lui avait également permis de penser clairement aux expériences de ses enfants pour la première fois depuis des mois. Sa première visite supervisée avec Jasper et Luna avait eu lieu 6 semaines après leur retrait du domicile, dans une installation de services familiaux conçue pour être accueillante plutôt qu'institutionnelle. La réaction de Jasper en revoyant sa mère avait été complexe, l'amour et le désir luttant avec la colère et la déception, sa compréhension mature de ses échecs rivalisant avec le besoin d'un enfant de réconfort maternel. « Pourquoi ne nous as-tu pas protégés ?» avait-il demandé, sa voix petite mais directe, à l'endroit au cœur de ce qui devait être abordé. « Pourquoi n'as-tu pas vu ce que Knox nous faisait ?» La réponse de Vivien avait été honnête d'une manière douloureuse pour toutes les personnes présentes. « J'étais malade, mon amour, avait-elle dit, les larmes coulant sur son visage en regardant la posture prudente de son fils et le réconfort facile de Luna avec des étrangers. Les médicaments m'ont rendu malade, et je ne pouvais pas voir ce qui était juste devant moi. Je vous ai tous les deux laissé tomber, et je suis tellement désolé. » Les visites s'étaient poursuivies selon un calendrier soigneusement structuré, Vivien démontrant son engagement envers le rétablissement et sa compréhension croissante des besoins de ses enfants. Elle s'était inscrite à des cours de parentalité, avait suivi des séances de thérapie axées sur la dépendance et la codépendance, et avait lentement reconstruit les compétences de vie de base que l'abus de médicaments sur ordonnance avait érodées. Mais elle comprenait également que reconstruire la confiance avec ses enfants serait un processus mesuré en années plutôt qu'en mois. « Je veux être la mère que vous méritez tous les deux », avait-elle dit à Jasper lors de leur dernière visite, sa voix forte de détermination plutôt que faible d'apitoiement. « Je sais que je dois le gagner, et je sais que cela peut prendre beaucoup de temps, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut aussi longtemps qu'il le faudra. » La décision des Hartwell de poursuivre l'adoption était apparue progressivement à partir de leur reconnaissance que Jasper et Luna avaient besoin de permanence plutôt que d'un placement temporaire. Les enfants avaient prospéré sous leurs soins, développant le genre d'attachement sécurisé qui fournirait une fondation pour un développement sain tout au long de leur vie. Plus important encore, Jasper avait commencé à relâcher son hypervigilance suffisamment pour s'engager dans des activités et des relations appropriées à son âge. Son inscription à l'école primaire Brookside avait marqué une autre étape dans son rétablissement. Libéré de l'épuisement des responsabilités constantes de soignant et de la distraction de la douleur physique due au passage à tabac régulier, l'intelligence naturelle de Jasper avait prospéré d'une manière qui étonnait ses professeurs. Il lisait à un niveau plusieurs années au-dessus de son groupe d'âge, montrait des capacités de raisonnement mathématique exceptionnelles, et démontrait le genre de maturité émotionnelle qui faisait de lui un leader naturel parmi ses pairs. Madame Penelope Bramwell, son ancienne enseignante, qui avait reconnu les signes avant-coureurs d'abus, avait demandé la permission de rendre visite à Jasper dans son nouvel environnement scolaire. La rencontre avait été émouvante pour eux deux. Elle portait la culpabilité de ne pas avoir agi plus décisivement sur ses soupçons, tandis qu'il ressentait le besoin de la rassurer qu'elle ne l'avait pas laissé tomber. « Vous avez été gentil avec moi quand personne d'autre ne faisait attention », lui avait dit Jasper, ses mots portant une sagesse au-delà de son âge. Cela importait même quand je ne pouvais pas vous dire ce qui se passait réellement. Cela m'a aidé à me souvenir que tous les adultes n'étaient pas dangereux. La célébration du premier anniversaire de Luna avait eu lieu dans le jardin des Hartwell un après-midi ensoleillé d'avril, entouré du genre de joyeux chaos qui caractérisait les rassemblements familiaux sains.
Elle avait abordé son smash cake avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait appris que l'on pouvait faire confiance aux bonnes choses, se couvrant de glaçage au chocolat, tandis que Jasper riait et prenait des photos avec l'appareil photo que Bénédicte lui avait donné comme cadeau d'anniversaire anticipé. La vue de la joie débridée de Luna, son aisance totale avec le désordre, le bruit et l'attention des adultes, avait été particulièrement émouvante pour les travailleurs sociaux et les thérapeutes qui comprenaient à quel point son développement aurait pu être différent si elle était restée dans le foyer de Knox. Les enfants qui subissaient un traumatisme au cours de leur première année avaient souvent des difficultés avec la confiance de base et l'attachement tout au long de leur vie. Mais Luna montrait tous les signes d'un attachement sécurisé et sain avec sa nouvelle famille. Elle ne se souvient pas de la peur, avait observé le docteur Sterling lors d'une de leurs séances, regardant Luna marcher à petits pas avec assurance entre Hazel et Bénédicte, tandis que Jasper supervisait avec une attention protectrice mais détendue. Ses premiers souvenirs se forment maintenant dans la sécurité et l'amour. C'est un cadeau extraordinaire que Jasper lui a fait en ayant le courage de chercher de l'aide. Les procédures d'adoption avaient progressé avec le soutien de toutes les parties concernées, y compris Vivien, qui reconnaissait que la sécurité de ses enfants nécessitait une stabilité qu'elle n'était pas.